Voilà. C'est bon. Bah, voilà. Donc, nous sommes sur le premier cours de physique des fluides. Alors, vous vous demandez comment ça va se passer. Ben, vous voyez que je suis dans le bunker du bâtiment Euler. Non, plus exactement, là, le poste avancé à Bruxelles. Une petite rue qui s'appelle Avenue de l'Atlantique. Je vous raconterai des histoires sur l'avenue de l'Atlantique et mes petites aventures avec mon bourgmestre bien aimé. Alors évidemment, on a des petits amis pour pouvoir vous expliquer la physique des fluides. Donc évidemment, j'ai un petit ami ici qui va vous expliquer tout sur la physique des fluides, parce qu'évidemment, on s'embête. Et évidemment, nous avons les prix pour les étudiants qui répondent bien aux questions. Et vous savez qu'il y a un stock stratégique que j'ai collecté au fin fond. Ouais, au fin fond de ma cave. Nous avons le stock stratégique de données que tout le monde se bat dans le monde d'après. Parce qu'il y avait le monde d'avant la pandémie. Et maintenant, nous sommes dans le monde d'après la pandémie. On ne sait pas quand ça se finira. On prévoit le déconfinement en 2054. On ne sait pas exactement quand ça se passera. Et donc, si vous répondez bien à une question de physique des fluides, vous recevez pas un rouleau d'Andream, un coupon. Ok, donc tout ça a l'air de se passer bien. Nous allons donc passer au nerf de la guerre, le contenu du cours de physique des fluides. Bon, alors évidemment, il y a un matériel expérimental de haut niveau. Donc, voyez, voilà le cours de physique des fluides. Alors, le cours de physique des fluides, on appelle ça aussi, en général, la mécanique des fluides. Mais comme vous le savez tous, vous faites un diplôme de physique. Et pour des raisons mystérieuses, l'idée d'appeler ça mécanique dans ce diplôme de physique a été décrétée totalement hérétique par mes chers collègues physiciens. Et donc ils m'ont dit, Vincent, tu peux donner un cours sur les fluides, mais t'appelles pas ça mécanique des fluides, mais t'appelles ça physique des fluides. Bon, c'est complètement débile parce que évidemment, c'est une copie quand même assez proche du cours de mécanique des fluides que je donne aux petits ingénieurs. Vous savez, vos collègues de l'école polytechnique qui vous regardent avec un certain mépris. Mais la physique, faut savoir ça, c'est le top du top du top. Les gens qui sont les physiciens, c'est les rois et les reines de la science. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va raconter? Ah, vous voyez, les fluides, il y a quoi? Ben, il y a deux petites figures qu'on voit là. Ben, la planète. Et vous savez quoi? Dans la planète, il y a des océans. Et l'océan, vous savez quoi? C'est de l'eau. Eh oui, de l'eau. Water. Plein d'eau. Et au-dessus de l'océan, vous savez quoi? Il y a de l'air. Plein d'air. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont, comme moi, des numériciens, qui simulent les écoulements de l'air et de l'eau. Parce que vous savez quoi? La planète se réchauffe. C'est une catastrophe terrible. Sauf pour ceux qui font de la simulation numérique du climat. Parce que dans toute catastrophe, il y a les gagnants et les perdants. Vous savez, la pandémie, ça fait le business de YouTube. Et ça fait le catastrophe de tout le monde. Le réchauffement climatique, c'est une catastrophe pour tout le monde. Sauf pour les gens comme moi qui font de la simulation numérique du climat. Et puis il y a une autre application que j'ai sur le slide. Vous voyez là? C'est une vis d'extrudeuse. C'est comme ça qu'on fournit, qu'on produit du plastique. Vous savez, les tuyaux en PVC, tout ça. C'est fourni avec des extrudeuses. Et là, on simule l'écoulement du plastique fondu dans une vis d'extrudeuse. La couleur, c'est quoi? C'est la pression qui monte dans la vis d'extrudeuse. Alors vous voyez, il y aura deux profs. Moi, Vincent, et puis Eric. Vous allez voir, Eric, il est encore plus doué et encore plus fort que moi. Ça sera pour la deuxième partie. Bon, alors, on va faire une petite introduction sur la physique des fluides.
Ok, alors, la physique des fluides, c'est quoi? Eh ben, on va essayer d'expliquer ça. Bon, alors, évidemment, je dois retrouver le gadget pour écrire. Bon, alors, c'est quoi ça? Ben, c'est fondamentalement le problème suivant. Voilà. C'est la construction. Voilà, la construction d'un modèle voilà. Alors, un modèle, c'est quoi? Ben, un modèle, c'est des équations mathématiques. Hein? Des équations aux dérivées partielles. Un truc devient mieux, collègue bizarroïde, me disait, les équations aux dérivées partielles, ça ne sert qu'aux gens qui les enseignent. C'est pas vrai. Les équations aux dérivées partielles, maintenant, avec des ordinateurs, ça permet de prédire des choses. Ah oui, parce que le modèle, c'est pas juste pour emmerder des pauvres étudiants qui doivent étudier ça pour la suite des jours. Le modèle, ça a un but. Ça sert quoi? C'est pour prédire sans faire d'expérience. Voyez la prédiction climatique. Ça nous permet de prédire ce qui va se passer avec le climat sans faire l'expérience de réchauffer la planète en envoyant des bombes atomiques et des tas de trucs débiles comme ça. Tu vois comment ça marche? Pilou. Alors, l'idée c'est de prédire l'évolution d'un milieu dit continu. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a certains trucs importants. C'est le mot milieu continu, le mot prédire et le mot modèle. C'est ce qui est fondamental dans ce cours. Alors, le modèle, je vous ai dit, c'est des EDP. Alors, des équations aux dérivées partielles, c'est quoi? Donc, c'est des EDP. Et les EDP qui constituent le modèle, il y a ce qu'on appelle les équations de bilan. Voilà, les équations de bilan. Et les équations de comportement. Alors, on va tout de suite expliquer ce que c'est les équations de bilan et les équations de comportement. Alors, c'est le grand moment de vérité. Yann, toi qui vas regarder ce podcast, toi qui as donné les premiers cours de physique à ces étudiants bien-aimés, vous allez me mettre sur le chat. Ouais. On fait des bilans de quoi en physique? Hein? Allez, mettez-moi un peu les réponses sur le chat là. Le premier qui met la bonne réponse gagne, vous savez, le premier coupon. Qui sait de quoi on fait des bilans? Et alors, un grand moment s'établit. Ouais, pas mal. L'énergie, c'est bien. L'énergie. Ouais. Allez, Yann, c'est bien. Ils sont bons quand même. Ils ont réussi à dire énergie. Oui, mais il n'y a pas que l'énergie qu'on fait. On fait des bilans d'autres choses. Quoi d'autre? Ah, la masse. Oh ouais. Maxence, c'est bon ça. Maxence vient de gagner un coupon. Good job. Ok. Et quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Ouais, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça, hein? Ouais. Il y a des trucs avec des forces. Mais ouais, c'est un bilan de quelle quantité? C'est pas des bilans de force qu'on fait. On appelle ça comment? On appelle ça la quantité de mouvement. On fait un bilan de quantité de mouvement. Et puis on fait parfois un bilan d'encore autre chose. On fait parfois un bilan de moment de quantité de mouvement. Et on va regarder ça. Parce que vous savez, la rotation. Et donc on fait parfois aussi ce qu'on appelle un bilan de moment de quantité de mouvement.
Alors pour être tout à fait exact, la quantité de mouvement, c'est pas vraiment une quantité dont on doit conserver la chose. C'est en réalité, je vais mettre ici une petite astérique, c'est pas vraiment un principe, c'est pas vraiment un principe, c'est plus exactement une conséquence, c'est pas vraiment un principe, une conséquence de la conservation de la quantité de mouvement. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de génération de couple local comme la génération de forces locales, comme la force de gravité et des choses comme ça. Et donc, on peut déduire du bilan de quantité de mouvement qu'il y a un bilan du moment de quantité de mouvement. On appelle ça parfois le moment cinétique. Vous vous souvenez de ce que vous a raconté Yann? Eh bien, on va faire la même chose. Mais pas pour des corps solides. On va faire ça pour autre chose. Alors, vous allez voir tout de suite que ça, c'est les principes universels. Enfin, ces trucs que Newton a inventés il y a longtemps. Parce que vous savez, c'est de la physique un peu quand même basique, hein, ce que je vais vous enseigner. Moi, je suis un ingénieur, hein, on va pas faire de la mécanique quantique, de la relativité, tous des trucs comme ça c'est trop compliqué. Moi, je suis un pauvre plic, je sais pas faire, je comprends pas tout ça, enfin un petit peu, mais pas trop quoi. Ce qu'on va faire, c'est de la mécanique classique. Alors, c'est une mécanique classique, vous faites quoi les gaminés? Eh ben, on a des principes universels. Hein? La quantité de mouvement, c'est masse fois accélération, est égale à la somme des forces. Ça, on considère que c'est des principes. C'est les équations de bilan. Donc ceci, hein, pilou, on va faire ça joli. Allez, on va essayer de faire joli, un petit cadre. Je vais essayer de me concentrer pour faire un joli truc comme ça. Voilà. Ok, pas trop mal. Ok, ça, c'est des principes. Ça, c'est les équations de bilan. Pilou. Ok? Mais les équations de bilan, ça ne permet pas de faire un modèle mathématique complet. Il faut rajouter d'autres équations. Les équations de comportement. Les équations de comportement, c'est la manière dont réagit un matériau à des forces, à des sollicitations. Alors, comment est-ce qu'on trouve les équations de comportement? Eh bien, on fait des expériences. Et sur base des expériences, on déduit les équations de comportement. C'est compliqué de trouver les équations de comportement des matériaux. Vous allez voir, il y a des matériaux très faciles. Par exemple, l'air et l'eau. Mais il y a des matériaux beaucoup plus compliqués. Par exemple, le chocolat fondu, le plastique fondu, le chewing-gum, le ketchup, des tas de trucs hyper intéressants, tous les trucs rigolos. C'est difficile de les décrire. Et trouver l'équation de comportement des trucs rigolos, c'est pas évident du tout. Et il y a une chose que vous devez bien vous rendre compte, c'est que les équations de comportement, c'est quelque chose de relativement arbitraire. Alors, je vais vous donner un exemple d'équation de comportement observée sur base de mes propres enfants. Alors, certains d'entre vous, parce que vous savez, maintenant, avec le mouvement, mais tout et tout ça, il faut faire gaffe à ce que je raconte. Donc, je vais faire quelques précautions d'usage. Oui, c'est une équation de comportement. Hein, vous savez, un peu limite en termes de trucs et tout ça. Mais c'est ce que j'ai observé avec mes propres enfants. Donc, je vais prendre l'exemple d'une petite fille standard. La mienne, en l'occurrence, qui n'est plus si petite fille. Enfin, prenons une petite fille standard. Vous la déposez dans un magasin de jouets. Ok? Alors évidemment, les étudiants vont me dire, oui, je ne me reconnais pas là-dedans. Oui, évidemment, comme principe de base, c'est les gens ne sont pas tous identiques. Donc j'ai pris une petite fille standard, la mienne. Ça ne doit pas être spécialement vous, mais on sait jamais. Ok? Tu suis le mon raisonnement. Donc tu prends une petite fille standard, tu la déposes dans un magasin de jouets. Alors vous savez, comme vous avez toujours remarqué, moi je ne suis pas une fille, donc l'idée de base, je l'avais orientée, vous savez, vers les trucs qui m'intéressent. Alors vous remarquez ici que je vais faire un peu de publicité sponsorisée qui permet d'augmenter la diffusion de ma chaîne YouTube. Ah ouais. Là, par exemple, vers les Lego, les Duplo, les trucs intéressants, les petits trains en bois, enfin les trucs fun quoi. Et bien vous la lâchez et automatiquement, elle va se diriger vers quoi? Ben, les boîtes roses
contenant, vous savez, ces poupées filiformes que tu trouvais déjà débiles il y a 20 ans, hein, qui sont toutes blondes. Vous voyez, les Barbies. Et alors, elle me dit, moi, ça, je veux. Et toi, t'es là, tu veux pas plutôt acheter très garçon, machin intéressant et tout ça? Non, moi, je veux ça. Eh ben, ça, c'est une loi de comportement. Observée sur base de l'expérience. Les petites filles lâchées dans un magasin de jouets. Alors vous allez me dire, oui, c'est du conditionnement, parce que... Ben non, moi je ne l'avais pas conditionné. Alors vous allez dire, oui, mais c'est les historiques des générations, il faut changer... Oui, peut-être, mais quand même, vous prenez une petite fille standard, moyenne, ou certains petits garçons maintenant, parce que, évidemment, vous le lâchez dans le magasin, il va être automatiquement attiré vers le rose. Vous allez dire, c'est pas sérieux ça. Eh ben, si c'était pas sérieux, Mattel, qui est le processeur, hein, celui qui possède les fichiers Barbie, ben il mettrait pas des millions et des millions pour avoir le copyright du rose. Hein, parce que le rose des boîtes, il a payé cher pour l'avoir. Et quand on met du blé, c'est que c'est important. Et puis après, j'ai pris mon petit garçon. Et vous savez, les petits garçons standards, j'aimais pas lui acheter, vous savez, des trucs guerriers, des machins comme ça. Eh, ce qu'il a fait, c'est qu'avec une sorte de girafe, il a transformé ça en fusil parce qu'il voulait absolument acheter un fusil. Et donc, vous voyez, ça, c'est des équations de comportement. C'est arbitraire. On espère les changer. Eh ben, c'est comme ça, les équations de comportement du fluide. On regarde ce qui se passe et on va observer la manière dont il réagit. Et donc, vous avez vu, j'ai pris un exemple d'équation de comportement totalement arbitraire pour que vous rendiez bien compte que les équations de comportement, on a regardé le fluide, on a vu comment il réagit, et puis on s'est dit, bah, il a l'air de réagir comme ça. Mais c'est uniquement basé sur l'expérience. Et donc, ça, c'est un peu moins sain que les principes. Vous avez capté la différence? Bon, alors, qu'est-ce que c'est les équations de comportement qu'on va voir? On va voir deux équations de comportement. Le solide élastique et ce qu'on appelle le fluide newtonien. C'est les deux équations les plus simples. Le fluide newtonien, c'est typiquement l'air et l'eau. Tout le reste, c'est pas newtonien. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. L'air et l'eau, c'est l'immense majorité des fluides sur cette planète. Donc si vous êtes capable de modéliser l'air et l'eau, vous modélisez beaucoup. Et vous allez voir que le modèle mathématique qui permet de modéliser l'air et l'eau, c'est vachement efficace. Ça permet de reproduire la turbulence, vous savez, les petits vortex dans les nuages, tous ces trucs-là. On sait le reproduire avec ces équations, avec ce modèle du fluide newtonien qui va donner naissance aux fameuses équations de Navier-Stokes. Les équations de Navier-Stokes, les EDP du top du top. Et puis pour les solides, on dit qu'on a les solides élastiques. Les solides élastiques, fondamentalement, c'est des ressorts. On pousse dessus et ils essayent de réagir. Vous allez voir que les fluides et les solides, c'est des êtres extrêmement différents, pas du tout les mêmes que ce que vous pensez. Ok? Alors, maintenant, on va parler des équations de bilan. Pilou, on va faire ça, les gamins. Alors, les équations de bilan, c'est quoi? Comment on écrit ça? Alors, on va d'abord le faire simplement, sans trop s'énerver, parce que sinon, ça va être compliqué, et quand c'est compliqué, tu captes rien, et si tu captes rien, ça va être compliqué, encore plus compliqué. Tu suis-moi, mon gamin? Bon, tiens-toi une fois dessus. Alors, le principe de base est le suivant. Ouais. C'est, tu fais quoi? Ben, tu fais la chose suivante. Tu te concentres bien. Tu fais un petit domaine. Voilà le petit domaine. Donc, une patate. Et ça, je vais dire que c'est le contenant. Ça va? Ça, c'est le contenant. Vous en faites pas, les gamins et les gamines.
Les transparents à noter, je vous les mettrai sur le site web du cours. D'ailleurs, tout sera sur le site web du cours. D'ailleurs, vous verrez que tout sera disponible. Ne vous inquiétez pas. Et à l'intérieur du contenant, ben t'as quoi? Pilou pilou, tu as le contenu. Ok. Bon, jusqu'à présent, vous posez pas de questions, ça veut dire que c'est facile. Alors, le contenu, ben, on va l'appeler C de T. Donc, c'est quoi ce qui est à l'intérieur? Ben, c'est de l'énergie, c'est de la masse, c'est de la quantité de mouvement, c'est du moment de la quantité de mouvement. On va commencer avec la masse. Donc, tu as un pays, ça c'est le contenant, et à l'intérieur, tu as des gens, ça c'est la masse humaine, et donc tu imagines bien qu'il y a des gens qui sortent et qui rentrent. Tu as même le fait qu'il y a des gens qui naissent, création de masse, et des gens qui meurent, destruction de masse. Bon, évidemment la matière, elle, ne naît pas et ne disparaît pas. Ici, j'ai imaginé. Ok. Alors évidemment, que ce que j'ai expliqué, c'est que pour faire un bilan de masse, il y a les apports de masse à l'intérieur. Ok? Ça, c'est le principe d'une équation de bilan. Fondamentalement, l'équation de bilan s'écrit comme ça. On va l'écrire ici. D sur dt. L'évolution temporelle de la quantité qu'on conserve, on appelle ça parfois aussi les équations de conservation, est égale à la somme des apports dans le contenant. Comme ça, bon, on va le mettre un peu plus sur le côté pour que ça soit plus joli, voilà. Maintenant, j'ai dit de le bouger quand même, sinon il n'y arrivera jamais. Voilà, pilou pilou, voilà. Ça, donc, c'est une équation de bilan, voilà. Et on va lui faire une petite boîte jolie, parce qu'il faut que ce soit joli. Bon, ça va être dur. Voilà. Pas mal. Ok, bon, on va enlever ma tête, parce que sinon, on va pas tout voir. Ok, collé. Donc, on va changer le AKB. Ça c'est compliqué. Voilà. Ok, bon. Alors, il y a quand même un truc que je dois vous avouer. J'ai dit qu'on allait construire un modèle mathématique pour prédire l'évolution d'un milieu continu. Un milieu continu, ça veut dire que je suppose que la description du monde peut être représentée par des fonctions continues. Par exemple, que la densité de masse est une fonction continue. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que ce cours commence par une arnaque. L'arnaque est la suivante. Ouais, ça c'est pas bien, je dois faire ça. L'arnaque est la suivante. Et c'est un couple. C'est faux. Le monde n'est pas continu. Ah oui, parce que ce que tu sais, c'est que quand tu prends un litre d'air, l'air, il n'est pas continu. Il est composé de quoi? De molécules d'air. Donc, typiquement, si tu prends un litre d'air, ouais, on va mettre avec une plus jolie couleur. Si tu prends un litre d'air, là, j'ai dit en black, obéis un peu. Hop, voilà, voilà, 1 litre d'air. Voilà, 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 voilà. Non, pas joli ça. Voilà. 1 litre d'air. Combien est-ce qu'il y a de molécules dans un litre d'air? Hein? Est-ce qu'il y a une petite idée là sur le chat, les gaminous? Combien est-ce qu'il y a de molécules dans le litre d'air? Ouais, j'ai pas de réponse là. Hein? Ouais, il y a combien de molécules dans un litre d'air? C'est un nombre que vous avez vu dans votre cours de chimie. 45 molécules? Ouais, ben tu rigoles ou quoi, hein? Oh.
Il y a beaucoup de molécules dans un litre d'air. Il y en a combien approximativement? Oh là 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 là. Ouais, c'est pas... Ah ouais. Maxence, il a gagné un deuxième coupon. Ouais. Il y en a approximativement, les enfants, 10 exposants 23 molécules. Et c'est lié à un nombre qui a un joli nom. Il s'appelle comment ce nombre qui a un joli nom là? Ça s'appelle le nombre de quoi? Hein? Ouais, Brieux. Ouais! L'eau, Alexandre, top du top! Tu peux dire ça à papa et à maman, tu l'as trouvé. C'est le nombre d'Avogadro. Eh ouais, c'est le nombre d'Avogadro, les gaminous. C'est ça. Alors, 10 exposants 23, fondamentalement, l'air, c'est des petites molécules, des petites billes. Ouais, parce que les molécules d'air qui se baladent. Et c'est ça qu'on doit. C'est ça la vraie vie. C'est pas un monde continu. Hein? Alors, la question c'est, oui, mais si vous savez que le monde n'est pas continu, pourquoi vous supposez que le monde est continu? Eh bien, j'ai une réponse pour ça. Vous connaissez, on va prendre un ordinateur standard. Alors vous allez me dire, oui, mais ils sont de plus en plus rapides. Eh bien, un ordinateur standard, son nombre d'opérations, c'est 10 exposants 10 opérations par seconde. Ok? Donc, si votre ordinateur veut dire coucou à chaque molécule dans un litre d'air, ça prend donc 10 exposants 13 secondes. Ok? Donc ça veut dire ce qui va se passer exactement juste pour dire une seconde. Eh ouais, bah tu vas me dire, il suffit de le faire. Ouais, regardez. 10 exposants 13 secondes, c'est 100 000 années. Ouais, 100 000 ans, juste pour que ton ordinateur dise à chaque molécule coucou. Ouais, parce que vous savez, on va faire un modèle pour modéliser le mouvement des molécules. Donc par exemple, au départ, tu dois dire bonjour, tu as la molécule 1, je voudrais que tu sois à cette position-là. Donc ça, c'est une instruction. Et bien juste pour dire, après les molécules, elles vont bouger et tout ça. Donc tu vois qu'aujourd'hui, c'est impossible. Même avec des super ordinateurs, même avec des ordinateurs parallèles, de pouvoir modéliser le comportement de l'air avec la théorie moléculaire. C'est pas possible. Oui, on a les équations, mais on n'a pas les ordinateurs pour les résoudre. Donc on va devoir faire des approximations. On va devoir supposer que l'air est un monde continu. Évidemment, c'est faux. Mais vous allez voir, c'est pas tout à fait faux. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du milieu continu. Donc on va supposer que l'air et l'eau sont des milieux continus, sachant pertinemment bien que c'est faux. Donc vous voyez, l'hypothèse de base de tout ce cours est une arnaque totale. Mais on est bien obligé de partir avec cette hypothèse qui est une arnaque totale, parce qu'il n'y a pas d'autre option. On est obligé de faire ça, les gamins. Bon, alors, tu vas me dire, ouais, surtout que j'ai pas envie de modéliser juste l'écoulement dans une boîte d'1 litre d'air. Je veux être capable de modéliser l'écoulement des océans. Je veux être capable de tous les océans de la planète. Je veux être capable de modéliser l'écoulement de l'air dans l'atmosphère. Et il y a beaucoup de litres d'eau dans l'océan. Hein. Ouh là 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 là. Ça en fait un paquet de litres d'eau. Donc t'es pas sorti de l'auberge. Hein. Tu vois un peu le truc. You follow me? Bah. Alors, la question, est-ce que ce modèle a du sens? Eh bien, oui. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Regardez, je vais faire un petit schéma ici pour vous expliquer comment ça marche. On va bouger un peu ça pour avoir un peu plus de place. Voilà, voilà. Et je vais faire ça.
Alors, pour un peu simplifier le truc, je vais me mettre dans un monde qui n'est pas tridimensionnel, mais dans un monde 1D. Donc, je suppose que le monde est unidimensionnel et je considère un instant T. Pilou. Donc, un instant T. Et donc, j'ai un monde unidimensionnel 1D. Voilà le monde unidimensionnel 1D. Et ce que je suppose, c'est que dans ce monde, il y a des molécules, donc des petits points. Voilà les petits points qui se trouvent. Donc ça, c'est mes molécules. Ok? Vous voyez, comme ça. Là, comme ça. Voilà. Ok? Vous pouvez imaginer que ça, c'est fondamentalement des êtres humains. Et ce que je vais calculer, c'est la densité de population. Et vous voyez tout de suite que la densité de population, c'est la quantité de masse humaine. On peut éventuellement imaginer que chaque point vaut 1, la densité de population locale. Et comment est-ce qu'on calcule cette densité? Ben, on fait ça comme ça. On se met à un endroit. Voilà. On va le mettre en rouge, ça va être plus joli. Hop et loup. Voilà. Là. On se met à un endroit X. Donc là, je me mets à un certain endroit X. Je définis un espace d'échantillonnage et je définis ρ comme une fonction qui dépend de L, de X et de T, qui est égale à la masse qui est dans l'intervalle d'échantillonnement divisé par la longueur. Ok? Donc je prends tous les êtres humains qui sont dans mon intervalle de taille L et j'additionne toute leur masse. Et ça me donne donc des kilos sur des mètres. Vous voyez tout de suite que si vous êtes dans un monde tridimensionnel, la masse volumique, ça va être des kilos par mètre cube, puisqu'au lieu d'avoir un intervalle, je vais avoir un volume. Et ça me donne ce qu'on appelle la masse volumique. Ici, la densité linéaire de volume. Ok? Donc ça, c'est la masse volumique. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'évidemment, il y a toujours des questions techniques subtiles. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si, justement, un être humain est sur la frontière? Vous avez tous entendu parler de ces histoires horribles, de maisons qui sont coupées par la frontière. Et donc, quand vous êtes dans le salon, vous êtes en Belgique. Quand vous êtes dans la cuisine, vous êtes aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont au milieu de la frontière? Ben, là, il n'y a pas de solution. On prend une tronçonneuse, on les coupe en deux. Ah oui, c'est cruel la physique. Et on ne prend que la partie qui se trouve dans le domaine considéré. Bon, il ne faut pas évidemment faire ça tout le temps, mais c'est comme ça qu'on fait. Loupilou, tu follow me? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Ouais, j'ai plus beaucoup de place ici, mais on va faire un petit dessin pour voir ce qu'on observe. Alors, ce que tu observes, hein, on va remettre la visio avec ma tête. Pareil que vous trouvez ça plus marrant. Donc, voilà, pilou. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on va faire un dessin de ρ en fonction, voilà, de ρ en fonction de L. Donc je me mets à un endroit précis, à X précis, et à un instant précis. Donc tu vois, au départ, tu es à un endroit où il n'y a rien. La boîte est toute petite, il n'y a rien. Puis j'agrandis la boîte, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui tombe dans la boîte. Et donc je suis là. Et puis la boîte grandit. Ben, comme tu es tout seul dans la boîte, et que la taille de la boîte grandit, ça va diminuer. Puis à un moment donné, tu vas avoir un deuxième petit bonhomme dans la boîte. Ça va augmenter la densité. Puis ça va diminuer. Et progressivement, le fait d'incorporer des gens va avoir moins d'influence sur la taille de la boîte. Puis à un moment donné, vous imaginez que vous êtes dans un amphithéâtre. Voyez, dans un auditoire. Et voyez, j'ai mis
le point X au centre de l'amphithéâtre, ben à un moment donné, ma densité va me donner la densité d'occupation dans l'auditoire. Vous savez, maintenant, avec les crises sanitaires, hein, on peut mettre uniquement un nombre réduit d'étudiants dans l'auditoire, et puis maintenant, on peut en mettre 0, mais peut-être qu'on va pouvoir en mettre quelques-uns. Ben à un moment donné, vous avez une densité de population dans l'auditoire. Mais à un moment donné, et vous allez trouver une valeur approximativement constante. Ça, c'est la densité d'occupation dans l'auditoire. Puis la boîte va grandir, elle va sortir du bâtiment, et puis elle va sortir de la ville, et vous allez avoir des variations, par exemple, qui grandissent ou qui diminuent. Et donc, dans cette courbe, vous avez 3 zones. Une zone, ici, pour les petites boîtes, où vous avez ce que j'appelle les fluctuations. Fluctuations, ou c'est dur à écrire, moléculaires. Et vous avez après la non-uniformité macroscopique. C'est ici, cette partie-là. La non-uniformité macroscopique. Et entre les deux, il y a une zone approximativement constante. Eh oui, si je prends un objet, allez, je prends une gomme comme ça. Si je fais une boîte très petite par rapport à la taille de la gomme, mais une boîte très grande par rapport à la taille des molécules, je vais mesurer la densité de la gomme, la masse volumique de la gomme. Et donc, pour une échelle qui est petite par rapport à la taille macroscopique de la gomme, mais grande par rapport à la taille des molécules, je vais voir un truc qui reste constant. Vous voyez ça? Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Là. Alors, regardez. On va retirer ma tête pour que vous voyez bien le bazar. Oula, voilà. Ok. J'ai fait une boîte. Vous voyez? Et je me mets à un endroit précis que je vais appeler point matériel. Attention, un point matériel. On appelle ça un point matériel, mais ce n'est pas un point matériel. Ah oui, tu vas dire tout de suite, ça c'est un peu tordu. Eh oui, c'est un point matériel, mais ce n'est pas un point matériel. Vous voyez, un point matériel, c'est un endroit précis de l'espace que je vais qualifier de point matériel. Mais, vous voyez bien, il n'y a pas de molécules, j'ai pas mis de petits ronds sur le point matériel. C'est un endroit où il n'y a rien. Mais je vais l'appeler point matériel. C'est le X où je fais ma mesure. Et, vous voyez que j'ai une boîte là, qui est dessinée en 2D, que je peux faire varier. J'appelle ça un volume représentatif. Et vous voyez que je mesure la densité en fonction de mon volume représentatif, et j'ai dessiné une courbe bleue. Alors, courbe bleue, je l'ai imaginée. Et donc, vous voyez que j'ai d'abord les fluctuations moléculaires, puis j'ai un domaine essentiellement constant, et puis j'ai la non-uniformité macroscopique. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement la boîte qui est plus grande que ma gomme. Ok? Vous voyez comment ça marche? Vous voyez le truc? Vous avez capté comment ça fonctionne? Alors, c'est quoi l'hypothèse de milieu continu? Eh bien, l'hypothèse des milieux continus, c'est la chose suivante. C'est pilou, c'est que je vais considérer que je vais remplacer la courbe bleue par cette courbe-ci. Regardez bien, ce que je vais faire, c'est je vais dire que je prends cette courbe-là, et quand les boîtes deviennent petites, je prolonge cette courbe-là comme ça. Donc si vous préférez, je vais prendre la courbe qui est ici, et je vais dire maintenant, ma vraie courbe, mon modèle, c'est ça. Et je vais donc dire que quand la boîte a une taille 0, c'est ρ de x de t.
Et donc, je vais définir formellement une boîte de taille pilou-pilou. Totalement. Non, pas ça, là, dessus. Alors, pour que ça ait du sens, il faut qu'il y ait une zone constante. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la séparation des échelles. La séparation entre la taille de ma gomme, la taille de ce que je veux décrire et la taille des molécules. Alors, vous voyez, ce qui est une bonne chose, c'est qu'expérimentalement, on observe bien cette séparation des échelles. Donc, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, hein, les écoulements de l'air, etc., les disparités macroscopiques sont bien plus grandes que la taille des molécules. Et donc, on a bien ce plateau constant qu'on peut identifier expérimentalement. OK? Et donc, l'hypothèse que le milieu est continu, c'est faux, mais comme on a la séparation des échelles, c'est quand même relativement légitime. OK? Et pourtant, je vous avais dit, c'est une arnaque. Et pourtant, c'est pas toujours vrai. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas toujours vrai? Eh bien, on va vous donner, je vais vous montrer quand même un petit exemple où c'est pas toujours vrai. Alors, je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours. Hein, un truc relativement classique. C'est, vous prenez une bouteille. Voilà une bouteille. Pilo. Voilà une bouteille. Voilà la bouteille. Et vous savez quoi de la bouteille? Vous allez la remplir d'un liquide qu'on appelle de l'huile. Donc, vous remplissez ça d'huile. Voilà. Donc, ici, vous avez de l'huile. Et puis, vous secouez la bouteille. Est-ce que vous allez observer, c'est l'apparition d'un film d'huile qui colle d'une certaine manière aux parois de la bouteille. Il y a un truc aussi que vous pouvez faire l'expérience, hein, et quand j'étais petit, je faisais ce genre d'expérience. C'est, vous supposez que vous mettez un liquide que vous aimez beaucoup dans un verre. Et on vous dit, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais il ne faut pas que ça déborde. Et si vous êtes très motivé, vous allez voir qu'il y a moyen de mettre un liquide et d'être tout juste, bon évidemment j'agrandis un peu le truc, mais de tout juste être un peu au-dessus du bord et que ça ne va pas couler. Vous savez, quand vous avez rempli votre baignoire, elle est sur le point de déborder, vous avez l'impression que l'eau est au-dessus du bord, mais ça n'a pas encore débordé. Et pourquoi est-ce que ça ne déborde pas? Quelle est la force qui fait que ça ne déborde pas? Est-ce que vous avez une idée de la force pour laquelle ça ne déborde pas? Ouais! Good job! Ouais, il y a ce qu'on appelle la tension de surface. Les forces de capillarité. Et je pense qu'on vous a expliqué, c'est lié à des trucs de molécules, c'est compliqué, tout ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a moyen de la modéliser. Et il y a moyen d'écrire des équations dérivées partielles qui modélisent ça. Et on peut écrire un modèle, et on peut même montrer que tout le comportement de cette surface qu'on peut calculer, c'est lié à ce qui se passe ici, à ce qu'on appelle l'angle de contact. Donc vous savez, au point de contact de la surface libre et du bord, il y a un angle de contact. Et là, il faut écrire une condition mathématique sur ce point-là. Et ça fixe tout. Alors il faut savoir que c'est une catastrophe, hein, la tension superficielle. Parce que par exemple, vous prenez un pilou-pilou, vous prenez une cornière métallique. Comme ça. Et vous voulez la peindre. Et donc vous allez projeter de la peinture dessus avec votre pistolet. Et donc vous allez mettre ici la peinture comme ça. Bon, j'agrandis un peu.
Voilà la peinture que vous avez projetée. Et vous savez ce que ça fait la tension superficielle? Ça n'aime pas quand une surface libre n'est pas plate. C'est pour ça que le niveau de l'eau, il est plat. Dès qu'il y a un truc de courbure, la tension superficielle n'aime pas ça. Et donc, ce que va faire la tension superficielle, c'est quand il y a une courbure, il va modifier, il va y avoir une force qui va faire modifier la surface libre comme ça. Eh oui, et c'est une vraie catastrophe ce truc-là. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que vous avez vu les radiateurs, vous les avez peints en blanc. Et vous savez où on les cogne principalement? C'est sur les angles. Et vous avez vu le résultat de la tension superficielle? C'est là qu'il y aura le moins de peinture. Et dehors, il faut mettre plein de peinture sur ces radiateurs, sur les cornières, uniquement pour qu'il y ait un peu de peinture sur le coin. Et c'est toujours là qu'il y en aura le moins à cause de cette, vous savez, la putain de tension superficielle qui fait que il n'y aura pas de truc. Ah, vous allez dire, ben c'est beau, vous avez la tension superficielle, vous pouvez expliquer. Ben oui, mais le problème, c'est que ici, l'angle de contact, le truc qui va fixer la totalité de la solution, tout se passe où? Sur un point, à un endroit de taille nulle. Et ça, c'est exactement en contradiction avec la séparation des échelles. Il se passe un truc à un point précis, et ce truc à un point précis va tout contrôler. Et donc, vous voyez, de temps en temps, il y a l'hypothèse de séparation des échelles est fausse. On devra faire quand même tenir compte de phénomènes qui se font à l'échelle de la molécule. Et vous allez voir aussi que le fait de supposer que les quantités conservées, la densité, la température et autres sont continues, ça ne sera pas toujours vrai. Ça va? Vous avez suivi? Donc, vous voyez, on va faire un modèle de mécanique des milieux continus, mais on a bien en tête que le monde, il n'est pas continu. Et que tout ce que je vous raconte, c'est basé sur une arnaque monstrueuse. Ok? Alors, on a les lois de conservation et on va faire une petite pause pour voir si vous avez des questions et on va revenir sur les lois de conservation juste après.